Madircom, qui est une agence de conseil RH et de marque employeur. Donc, on accompagne les entreprises justement à recruter un petit peu différemment et à travailler leur image. J'ai également l'entreprise Speed My Career, la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, qui accompagne donc les écoles de commerce et les centres de formation, à la fois sur la partie étudiant et la partie alumni, tant sur du développement personnel et professionnel. On a également la marque Boost Me Up, qui est une plateforme digitale qui elle, est plus de 45 ans en retour à l'emploi. Et on a PG Coaching, qui est géré par mon mari, parce que oui, je travaille avec mon mari, et donc lui qui est plus sur l'axe développement personnel en face à face, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va aborder effectivement la partie recrutement. Donc les recruteurs, c'est toujours un peu les questions que se posent souvent les candidats, c'est de se demander mais où se cachent les recruteurs, comment faire pour arriver à les trouver, pour arriver à les contacter et faire en sorte que on puisse se faire recruter. Donc assez naturellement, on connaît, d'ailleurs, n'hésitez pas, d'après vous, comment on fait pour entrer en contact avec des recruteurs? Sur quel site ou quel endroit, quel type de plateforme digitale? Vous pouvez ouvrir le micro ou répondre dans le chat, comme vous préférez, qui pourrait vous indiquer de dire où sont les recruteurs. LinkedIn? Oui, LinkedIn, bien sûr. On verra aussi tout à l'heure le pourcentage. Vous savez combien de pourcentage de RH et de recruteurs sont présents sur LinkedIn? Non, aucune idée. On est à plus de 95%. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et récemment, il y a eu une enquête qui est sortie qui a démontré qu'aujourd'hui, plus de, que je retrouve la stat exacte, plus de 80% des recruteurs qui étaient présents sur LinkedIn avaient réussi à recruter grâce à LinkedIn, et que 48% des entreprises qui aujourd'hui ne déposaient une annonce que sur LinkedIn. Et ça, c'est encore plus énorme, j'ai envie de dire, parce que ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui, LinkedIn est devenu incontournable pour vraiment recruter et se faire recruter. Donc aujourd'hui, ne pas être sur LinkedIn, effectivement, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de réseau en dehors de LinkedIn sur lequel on pourrait trouver des recruteurs? Le réseau SK Alumni. Ouais. Accessoirement. Très important aussi. Et on a plein d'autres réseaux. Donc, on a après tous les job boards, j'ai envie de dire, un peu classiques. Donc, sur Indeed, on peut les retrouver sur Google, selon comment on fait des recherches. Très souvent, moi, j'invite les candidats à faire des recherches depuis Google Maps pour essayer de repérer les entreprises par rapport à la localisation. Mais on peut aussi les retrouver sur des réseaux type Facebook, Twitter, X maintenant, TikTok, on les trouve vraiment partout. On peut les retrouver, pareil, que ce soit au bureau, dans des soirées, dans des after-work, dans des salons, dans des conférences, dans le réseau alumni. Voilà. Il y a effectivement aujourd'hui plein d'endroits où on peut trouver des recruteurs indépendamment du site carrière. Donc, effectivement, les recruteurs, ils sont partout. On peut les retrouver aussi, c'est une technique qui peut être utilisée, c'est LinkedIn Learning. Je ne sais pas si c'est une technique pour les recruteurs qui sont avec moi que vous utilisez, mais quand on voit que des candidats s'intéressent à un type de formation, on peut, avec des outils de growth marketing, du coup, aller chercher ces candidats, aller les solliciter pour dire, voilà, vous étiez intéressé par ce type de formation, ça tombe bien, la compétence que vous êtes en train de développer grâce à cette formation, c'est une compétence que l'on recherche chez nous. Donc ça, c'est aussi des techniques que vont utiliser aujourd'hui des recruteurs pour aller chercher directement les candidats à la source, c'est-à-dire des candidats qui sont motivés, qui sont en train de se former, on va les chercher justement directement sur leur lieu de formation. On a, alors à une époque où Clubhouse fonctionnait mieux qu'aujourd'hui, mais ça a beaucoup fonctionné, on allait dans ces groupes de discussion et puis quand c'était dédié au business, à une thématique métier, on regardait un petit peu tous les profils de ces personnes qui interagissaient et en fonction de la qualité des propos qu'ils émettaient, et on se disait, tiens, cette personne, soit elle peut être intéressante pour l'entreprise, soit elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et donc grâce à son réseau, je vais pouvoir approcher plus facilement des candidats. On a Shaper aussi. Est-ce que c'est une application que vous utilisez, que vous connaissez? Alors, j'en vois plein qui font la moue, qui disent, oula, c'est quoi toutes ces applications? Shaper, c'est une application française. Donc, j'ai envie de dire Cocorico déjà. C'est une application française qui a été créée par l'ancien dirigeant de Attractive World. Et en fait, il a créé le Tinder de l'emploi.
C'est-à-dire que vous allez sur cette application, vous vous connectez avec votre profil LinkedIn et ça vous permet justement de recevoir tous les jours une sélection de profils en fonction de ce que vous recherchez. Donc, vous pouvez rechercher à recruter, vous pouvez chercher à trouver un associé dans le cadre de votre activité, vous pouvez chercher un business angel, vous pouvez chercher un client, un fournisseur, peu importe, vous indiquez ce que vous recherchez. Et donc, l'algorithme va vous faire des propositions. Et si ça match, si l'autre personne est aussi intéressée par votre profil, vous allez pouvoir commencer une discussion. Moi, très souvent, j'ai trouvé à la fois des clients et des candidats via l'application Shaper et on peut déjà l'utiliser en mode gratuit. On n'est pas obligé de prendre un abonnement payant pour avoir déjà des préconisations de profil. Donc, c'est assez intéressant. Et très souvent, après la discussion, on finit on se rejoint sur LinkedIn pour continuer d'échanger. C'est quelque chose qui se fait très naturellement et ça fonctionne pour des recrutements même à l'international. Shaper est aussi très bien implanté aux États-Unis, donc ça peut être aussi une idée si vous avez besoin de faire des recrutements, notamment sur les US. On a également, hop, pourquoi je me suis mise là comme ça. Hop, j'ai juste, oups, pardon. Je vais revenir sur, j'ai mon partage d'écran qui s'est arrêté. Je vais vous le relancer. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas voulu s'afficher comme je le voulais. Hop, je me reviens juste sur la bonne slide. Et je vous le relance. Hop. C'était celui-là. C'est bien mieux comme ça. Voilà. On a aussi donc les communautés. Alors là, c'était notamment les French Tech Communities, mais il y en a plein d'autres. Les communautés Slack, Discord. Est-ce que c'est aussi des outils que vous utilisez peut-être au quotidien? Non, ça ne vous parle pas non plus, Slack et Discord. Slack, c'est un outil de collaboratif qui permet, en fait, c'est comme un WhatsApp, mais en beaucoup plus organisé, et qui permet aux entreprises d'échanger en interne, un peu en mode projet. Et en fait, aujourd'hui, toutes ces communautés, au départ, elles n'étaient que dédiées aux entreprises, et elles ont commencé à sortir et les gens ont commencé à se réunir sur ces groupes d'échange en fonction de leur cœur de métier. Donc, moi, je suis dans des Slack avec des recruteurs où on est plus de 4000, avec des DRH, avec des commerciaux, avec des marketeurs. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, on s'échange à la fois des informations, mais on va aussi s'échanger des CV. Et donc, en fait, très souvent, que ce soit sur la partie market, sales ou RH, les candidats qu'on a reçus en entretien, mais qu'on n'a pas pu recruter pour X ou Y raison, mais qu'on trouve quand même qu'ils sont pertinents, on les partage à la communauté en expliquant, oui, on a reçu tel CV, voilà le profil, voilà ce qu'il recherche. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez le contacter. Donc ça peut être intéressant, effectivement, d'aller retrouver aussi ces communautés pour réseauter avec les personnes qui sont issues du même métier et du même secteur que vous, mais aussi potentiellement pour aller trouver des nouveaux CV. Et quand on est un candidat, je sais pas moi, imaginons que vous êtes un expert en marketing, en finance ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'aller aussi retrouver ces communautés pour échanger entre pairs. Et il y a toujours un RH ou toujours une entreprise qui va diffuser une offre d'emploi pour justement vous dire, tiens, vous pouvez contacter tel candidat ou voilà une offre d'emploi si ça peut intéresser quelqu'un du secteur. Donc ça peut être des éléments qui peuvent être aussi intéressants à aller chercher et vous pouvez les trouver directement depuis Google. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, vous tapez communauté Slack en mettant le métier et donc Google va vous les présenter assez facilement. Et sinon, souvent dans le réseau, après, ça circule. N'hésitez pas d'ailleurs si les communautés de recruteurs vous intéressent, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Et comme ça, moi, je vous enverrai les liens de cooptation, entre guillemets, c'est juste les liens d'inscription à Slack. Et c'est des communautés qui sont gratuites. Slack et Discord, c'est des communautés gratuites. Il n'y a pas besoin de payer. Et puis après, il y a tous les sites de cooptation assez classiques, CoopTime, My Job Company, Kikopt, et plein d'autres qui existent et qui sortent régulièrement un petit peu du lot, qui peut être aussi un moyen d'aller trouver des entreprises. Alors, pourquoi les recruteurs vont sur ces supports pour vous attirer? Il peut y avoir plusieurs raisons. Parce qu'on ne recrute pas uniquement par offre d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas forcément envie de montrer une offre d'emploi en premier.
Il y a aussi une volonté de vouloir sourcer plus vite les candidats. Alors après, il n'y a pas de stade pour savoir si c'est plus rapide ou pas, mais c'est souvent dans l'imaginaire de se dire quand on va aller chercher nous-mêmes les candidats, ça va être plus rapide. Il y a ce côté un peu, on ne veut pas diffuser le fait qu'on est en train de recruter, et donc on va préférer faire de la chasse, que ce soit à travers des communautés et des plateformes, plutôt que d'annoncer clairement qu'on recrute. Ça peut être aussi une manière, c'est-à-dire qu'on a mis quand même une annonce, mais on trouve que l'annonce n'est peut-être pas assez attractive, qu'elle n'attire pas les candidats. Et on va aller chercher des CV à côté parce que ce qu'on a reçu ne convient pas nécessairement. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent être en parallèle de tout ce qui existe déjà. Et on le voit aussi, soit les candidats réagissent très vite sur les job boards, ou LinkedIn, soit ils ne réagissent pas assez vite parce qu'ils sont des fois trop sollicités, ou parce qu'ils sont mal sollicités aussi. Ça marche dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on le voit bien sur LinkedIn, on a tous reçu déjà des emails de prospection qui étaient très mal formulés et qui ne donnent pas du tout envie de répondre. Et donc ça, c'est aussi le problème qu'on peut avoir sur les gens qui sont très recherchés et qui reçoivent plein de sollicitations, genre on a une offre à vous proposer, est-ce que vous êtes intéressé, merci de prendre rendez-vous. Bon, c'est pas très sexy. Moi, j'ai toujours un recrutement, c'est comme quand on drague, c'est les mêmes mécanismes. Il faut aussi donner envie à l'autre de nous répondre. Et selon les messages qu'on envoie, des fois, c'est un peu trop robotisé et ça manque un peu d'humain. Donc voilà, c'est ce côté-là qui va aussi être obliger les entreprises à aller chercher les candidats en disant OK, vous n'avez pas vu notre annonce, même si vous l'avez diffusée sur tous les job boards, et vous allez dire OK, vous n'avez pas vu notre annonce, mais nous, votre profil nous intéresse, et essayer de les attirer d'une autre manière. Donc ça peut être des choses importantes. Petite question, qu'est-ce que vous pensez d'un recruteur ou d'un RH qui vous contacte sur votre compte perso, que ce soit un Twitter, un Facebook, un Insta, un TikTok? No way, jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est-à-dire tu réponds pas ou ça t'est jamais arrivé? Sauf si c'est l'offre de ma vie, mais j'aime pas le principe, je trouve que c'est hyper intrusif et pour moi, je mélange pas du tout la vie personnelle et la vie pro. D'accord, donc si un recruteur arrive sur ton Facebook ou sur ton Insta, pour toi, c'est red flag, tu n'y vas pas? En fait, ça dépend toujours des métiers que tu fais. Si tu es photographe et que de toute façon, tu as un compte Insta, voilà, c'est pas pareil. Mais moi, bon, je travaille derrière un ordi, pour, analyser des données, donc j'ai pas envie qu'on me voie mes photos Insta, bon, en même temps, je les partage pas publiquement, mais tu vois ce que je veux dire? De mes vacances, en maillot de bain, enfin, tu vois? J'ai pas envie qu'on vienne me chercher, sur un canal qui est perso, quoi. OK, et sur un Voilà. Twitter, enfin X aujourd'hui? Je boycotte Twitter, donc je suis pas un bon exemple. Je mais bon, Parce que je sais voilà. qu'aujourd'hui, il y a déjà 20 d'offres d'emploi qui circulent sur X, mais c'est aussi un très bon canal pour échanger avec des professionnels, alors qu'ils s'y attendent pas forcément, et notamment, quand on Je recrute des préfère LinkedIn. informaticiens, Mmh. ils sont nombreux à être présents sur Twitter. Mais en fait, encore une fois, ça dépend de ce que tu recherches, Mmh, comme, candidat ou comme, employeur, en fait ouais. et tu vas t'adapter, au canal, qui correspond le plus, à ton activité. Ah oui, totalement. Moi, je Heu, suis méga tradi, je vais pas, tu vois, je vais me contenter de LinkedIn et apec.fr et je crois que ça va suffire, tu vois? c'est déjà bien, c'est déjà bien. Si tu as un profil LinkedIn, c'est déjà très, très bien, donc on est déjà ravis avec ça. OK, et si jamais un recruteur, imaginons tu es sur Facebook, tu es dans un groupe Facebook qui discute de plein de choses, et qu'un recruteur te contacte parce qu'il aurait repéré ton profil par rapport à ce que tu dis dans ce groupe? Si j'assume ce que j'ai dit dans ce groupe, oui, ça m'intéresse. Mais si j'assume pas, parce que tu vois, en fait, Facebook, enfin, je sais pas pour les autres les autres personnes qui sont là, mais moi, j'ai créé mon compte Facebook, en je sais pas, en 98 ou en 99, enfin, j'avais 17 ans, j'étais pas au top de la maturité, je sais que je me suis inscrite dans des groupes complètement débiles, du style, «J'aime pas les pigeons qui volent, trop bas», quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'ai pas mis à jour ça et que j'ai pas, hem, que j'assume pas, en fait, tout le passé, tout l'historique de ce que j'ai pu poster qui était immature ou débile, j'ai pas envie qu'on vienne me chercher sur ce terrain. Donc je vais commencer par nettoyer mon profil Facebook, vérifier que je dis pas trop de bêtises et
Et voilà. Mais sinon, oui, si ça correspond, si c'est un groupe, c'est comme LinkedIn, si c'est un groupe qui correspond à mes intérêts Mm. et que ça match, why not, hein, y a pas de... Je vais pas lui dire non, tu m'as contacté sur Facebook, donc je t'adresse pas la parole. Non, c'est juste, faut qu'il y ait un truc entre nous qui match. Voilà. En recrutement, il y a beaucoup d'extensions Google Chrome qui sont utilisées pour sourcer les candidats. Et il y avait notamment une application qui permettait de sourcer les candidats depuis leur adresse email personnelle. Et en gros, ça permettait de nous dire sur quel réseau social était le candidat. Mhm. Vous pouvez savoir s'il était donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, son Mhm. Twitter, son Pinterest, s'il en avait un. Et ça nous permettait de remonter, entre guillemets, à la source si jamais on n'arrivait pas à rentrer en contact avec le candidat. Et donc d'aller chercher sur les réseaux où il était potentiellement. Pas de souci. C'est le côté détective. Je suis pas opposée. Après, c'est toujours l'idée, hein, c'est que si on vous contacte sur vos réseaux perso, c'est pas pour aller scroller votre vie, c'est pour essayer de trouver un moyen de rentrer en contact avec vous, en fait. Ouais, mais justement, je pense que c'est bien, en fait, je crois que c'est plutôt à nous, personnellement, de bien vérifier ce qu'on publie et ce qu'on a publié il y a 15 ans, quand on était bête et gamin, et faire très attention aux photos qu'on a mises et si elles sont partagées publiquement ou pas. Moi, aujourd'hui, je sais que mon profil Facebook, je ne l'assume pas du tout, il faut que je fasse très attention. Donc, voilà. Il faut effectivement aussi faire attention, alors notamment sur Facebook, c'est même les amis, en fait. Si les amis repartagent quelque chose, ça peut devenir public. Donc, effectivement, ça peut faire du bien d'aller un peu fouiller tout ce qu'on a pu publier à une époque sur les réseaux. C'est ça. On a aussi les techniques où maintenant les entreprises vont utiliser la publicité pour essayer de capter l'attention des candidats. On voit notamment sur YouTube, le fait qu'on peut cibler des vidéos ou des extraits de vidéos sur des employés potentiels directement sur YouTube. Donc ça, c'est parce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est comme le deuxième moteur de recherche au monde. C'est quelque chose qui est très utilisé. Et donc, en fait, en utilisant de la publicité ciblée, on va dire, voilà, je veux toucher les personnes qui travaillent dans tel type de secteur d'activité, voire tel type d'entreprise. Et ça permet vraiment d'aller chercher les personnes. Et en plus, le coût de publicité est assez faible et ça va permettre vraiment, à la fois à l'entreprise de se faire connaître, d'atteindre potentiellement un nouveau public en ligne et d'inciter tous les collaborateurs potentiels à interagir avec la vidéo, voire à aller directement sur la page carrière. Donc, il y a aussi ce côté où il y a du recrutement, du slow recrutement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour recruter tout de suite en urgence, mais on est là pour prendre du temps, pour générer du trafic, de la visibilité, travailler pourquoi pas la marque employeur et tout en ciblant des personnes pour leur donner envie de nous rejoindre à un moment donné. On sait que la redondance est importante aussi dans la publicité, c'est-à-dire que plus le nom d'une entreprise revient à nos oreilles, plus à un moment donné, on va vraiment s'y intéresser. Donc, vous êtes traqué de partout. Et alors, maintenant qu'on a vu les réseaux perso, quid de WhatsApp? Imaginons, vous recevez un SMS sur WhatsApp d'un recruteur potentiel. Vous réagissez comment? Je me méfierais, je penserais que c'est un scam. Il faudrait vraiment qu'il me montre qu'il n'est pas... que c'est pas un truc, un moteur automatique ou voilà. Parce que je reçois tellement de trucs Ouais, on est tous les noyé, jours. On que ce me soit de demande de refaire messages. mes volets électriques ou autres, tu vois. Donc, je vérifierais que c'est Parce que pas... ça, effectivement, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et alors, c'est à la fois très polémique, parce qu'on a autant de recruteurs qui sont favorables que de recruteurs qui ne sont pas du tout favorables à WhatsApp. Et on a la même chose d'un point de vue candidat. Moi, j'adore interroger quand je suis dans les écoles ou quoi que ce soit avec les étudiants, pour leur dire, OK, maintenant, imaginez un recruteur qui vous contacte sur WhatsApp, comment vous réagissez? Paradoxalement, beaucoup d'étudiants sont aussi très fâchés avec ça, genre non, c'est intrusif, c'est perso. Je dis, mais oui, mais imaginez, on a reçu votre CV, donc potentiellement, on a votre numéro de téléphone. On vous a laissé un message sur le répondeur, vous n'avez pas répondu. Donc, on tente soit le SMS, soit le message sur WhatsApp. Et il y a des campagnes qui sont organisées de recrutement comme ça avec WhatsApp. On a pareil des petites extensions Chrome qui permettent de trouver les portables des gens quand on est en mode chasse.
c'est-à-dire qu'on n'a pas leur CV. Donc, on a des outils pour trouver les adresses email et les portables qui permettent directement de rentrer en contact avec les candidats. Donc, on a notamment pour le téléphone, on a Lusha, Lusha, qui permet de trouver le numéro de portable d'une personne. Et après, pour tout ce qui est adresse email, on a du Drop Contact, du Hunter.io, du Scrap.io. Vous regardez dans la liste des extensions Chrome, vous mettez pour trouver les emails, Email Finder, et vous allez voir plein d'extensions qui vont vous permettre de trouver les emails professionnels, j'entends, potentiellement des personnes qui peuvent vous intéresser. Je vois Sophie qui lève la main. Il faut activer le micro, Sophie, du coup. Pardon. Moi, je me disais, quand je t'écoute, finalement, je pense que je serais plus, ou je suis plus réfractaire au contenu du message qu'au canal par lequel il m'arrive. Si je sens, comme tu l'exprimes là, que c'est une campagne d'emailing ou une campagne de recrutement qui est envoyée, que c'est impersonnel, que j'ai l'impression que voilà, je l'ai reçu et ma voisine l'a reçu aussi, je serais moins encline à répondre que si ça m'arrive sur un SMS ou sur un WhatsApp, ça ne me dérangerait pas, si tant est que derrière, je sens qu'il y a un vrai lien et qu'il y a une vraie mise en relation qui peut se faire. Et même si je n'ai pas de besoin, tu vois, ça va être juste la curiosité et le plaisir de la rencontre. Ouais. Bah, la forme est ultra importante, la manière dont la personne va écrire, comment elle va vouloir créer du lien avec le candidat potentiel, c'est essentiel. Pour ça, je dis souvent, c'est comme une drague. Hein. Quand on reçoit un message, qu'on va à une soirée, qu'on se fait draguer, bah, la manière aussi est importante. Je pense qu'il faut que ce soit personnalisé, clair comme message et surtout qu'on puisse vérifier en un instant si c'est crédible ou pas. Ouais. Et ça, c'est hyper chaud tu vois, de gagner notre confiance là-dessus. Bah, la difficulté, parce que bon, le fait, j'accompagne régulièrement des recruteurs sur la manière justement d'écrire aux gens et je leur dis, mais écrivez-leur comme si ils étaient en face de vous. On s'adresse d'humain à humain. Et en fait, très souvent, quand on écrit des messages, on a tendance à robotiser certaines choses et à écrire des formules qu'on ne dirait pas si on avait la personne en face de nous. Et en fait, je leur dis à chaque fois, mais écrivez ce que vous aimeriez leur dire. Et puis maintenant, on va couper, on va réduire, on va enlever. Il y a des mots, des phrases qui servent peut-être à rien. Et on va essayer de retrouver l'essence même du message. Se dire, bah voilà, ce que j'avais vraiment envie de dire à la personne, comme si je l'avais en face de moi, bah en fait, c'est vraiment ça. Et en fait, on arrive à un moment donné en format un peu entonnoir à avoir des phrases qui ont du sens et en étant beaucoup plus courtes et beaucoup plus sympathiques. Il faut juste retrouver le plaisir d'écrire humaine. Je crains que ce soit difficile comme exercice pour un recruteur qui rédige ces messages, notamment si son entreprise est une entreprise qui est très prisée et qui traite beaucoup de candidatures. Parce que si par exemple j'ai un gros cabinet de conseil ou si j'ai tu vois, une marque hyper connue, prestigieuse, qui me contacte directement par WhatsApp, je vais y réfléchir à 3 fois avant tu vois, avant de me dire c'est bon, c'est vrai, c'est vraiment moi qui cherche, tu vois. C'est ça le truc. Ben il y a aussi le poids aussi que l'entreprise peut mettre sur le recruteur, sur sa manière d'écrire et le message qu'il doit transmettre. Parce qu'on n'est pas forcément toujours libre du ton et du style qu'on a envie de donner à l'écriture. Mais après, c'est quel impact on veut aussi avoir. C'est-à-dire que quand qu'on soit un recruteur indépendant ou recruteur dans une entreprise, on est là aussi pour représenter l'image de l'entreprise, mais il y a quand même le côté, si on recrute quelqu'un, c'est pour créer un lien et pour qu'il y ait un lien de confiance qui se fasse sur du long terme et qu'on veut le bon candidat au bon poste et que ça se passe bien. Et donc, il y a ce côté de confiance qui est ultra important à arriver à dégager. Et le côté confiance, c'est aussi être transparent sur plein d'informations qu'on n'a pas forcément tendance à vouloir donner tout de suite au premier échange, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les candidats. Et donc, c'est vraiment, après, c'est toujours la même chose, hein, c'est plus on s'entraîne, plus on écrit aux gens et plus on se rend compte qu'il y a des petits messages qui marchent beaucoup plus facilement. Il y a des sites comme Lemlist ou Lemlist déjà et HubSpot qui sont normalement des outils pour les commerciaux, mais qui permettent vraiment de voir comment on peut écrire avec un côté un peu plus storytelling ou copywriting et qui va permettre
de capter l'attention un peu plus des personnes. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ces techniques-là. Moi, je suis très fan de Lemlist, donc c'est Lemlist, qui sont des outils pour les commerciaux et qui en fait permettent aux recruteurs de vraiment réfléchir à la manière d'écrire aux gens pour simplifier et faciliter vraiment l'échange. Revenons à nos moutons. Donc, on a effectivement plein d'outils pour trouver maintenant les portables. Et du coup, on utilise aussi le SMS. Il y a des logiciels donc, comme ICIMS, qui est un logiciel de recrutement par SMS. C'est-à-dire ça va nous permettre d'envoyer des campagnes. Alors, toujours, c'est la même chose, hein, toujours plus ou moins bien écrites, pour toucher des candidats. Et donc, en fait, des fois, vous pouvez recevoir des messages qui vous semblent totalement personnalisés, alors qu'en fait, c'est une campagne massive qui s'adresse à des milliers de candidats, mais pour lequel le logiciel a su s'adapter et en fonction des éléments, écrire comme si c'était vraiment un humain qui l'écrivait. Je vois que Juliette a levé la main. Oui. Oui, Amélie, tu parlais tout à l'heure avec Lemlist de pouvoir utiliser peut-être le bon ton et partir sur de la storytelling quand on est recruteur, mais ça peut être intéressant à exploiter en tant que candidat. Ah oui, bien sûr. Pour une rédaction de profil LinkedIn, par exemple, tu sais, le bandeau là. Ouais. Tu as l'IA aussi, hein, carrément, ChatGPT peut t'aider là-dessus. Ouais. C'est le bon prompt dans ChatGPT, c'est-à-dire lui expliquer exactement qui tu es, ce que tu aimes, le message que tu aimerais faire passer, quelle est la cible à qui tu voudrais écrire. Et donc, ChatGPT peut t'aider à écrire un résumé LinkedIn pour justement toucher ta cible avec les bons mots-clés qui vont correspondre à ton secteur. Et tu peux faire la même chose avec ChatGPT, tu peux passer ton CV dans ChatGPT et lui indiquer, voilà mon CV à l'état actuel, je recherche un emploi dans tel domaine, dans tel secteur d'activité, les entreprises dans lesquelles j'aimerais travailler, tu peux en citer quelques-unes, et tu lui demandes de te faire des recommandations pour savoir si tu as les bons mots-clés, pour savoir si tu as utilisé les bons verbes d'action et comment tu pourrais encore optimiser certains éléments. Et lui, il va analyser ton CV, il va te dire, ben voilà, peut-être qu'il faudrait un peu plus d'éléments chiffrés à tel endroit, peut-être qu'il faudrait changer tel mot par tel autre mot. Et comme ça va te permettre vraiment de cibler. Et pareil, la lettre de motivation, que 75% des recruteurs ne lisent pas. Ça, c'est une enquête d'Oasis RH. Quand il faut en faire, on peut demander aussi à ChatGPT d'aller l'optimiser, notamment avec les mots-clés, pour être sûr que ça va passer. Tu as vraiment expérimenté l'efficacité de ChatGPT, justement, sur ces outils? Pardon, j'ai pas eu. Tu as vraiment expérimenté personnellement au travers de clients l'efficacité de ChatGPT? Nous, on l'utilise au quotidien, on forme les étudiants à l'utiliser intelligemment aussi, même à se préparer aux entretiens avec ChatGPT, donc d'avoir un scénario de discussion où ChatGPT interroge les étudiants pour qu'ils s'entraînent, limite à l'infini. Et ça fonctionne vraiment bien. Et l'avantage, c'est que derrière, couplé avec d'autres éléments, quand on est candidat, c'est travailler son scénario de relance pour être sûr que quand on a passé des entretiens ou si une annonce nous plaît vraiment, d'aller contacter que ce soit un opérationnel ou un RH et ne rien lâcher parce qu'il faut relancer, c'est ultra important. Il y avait une enquête qui était sortie qui expliquait que les commerciaux, s'ils voulaient réussir à closer des contrats, il fallait qu'ils relancent au moins 8 fois avant de réussir à signer. Alors, je vois que pareil, je vois que je dis au candidat 8, tout le monde me fait des gros yeux en disant hop, ça fait beaucoup. J'ai au moins 4 relances. Si vous êtes vraiment motivé par une annonce, vous avez postulé, vous êtes rentré dans le pipe RH de l'entreprise en suivant la procédure que l'entreprise a demandé. Derrière, rien ne vous empêche d'aller contacter des opérationnels pour essayer d'aller plus vite ou essayer d'avoir des informations ou d'arriver par recommandation. Et ça permet effectivement d'accélérer la recherche et les entretiens. Les outils sont magiques quand ils sont bien utilisés. Et ça ne remplace pas, et du coup, ça permet vraiment à l'humain de se concentrer sur ce qui est essentiel. Donc, c'est comment je crée du lien, c'est comment je vais échanger avec la personne, parce que à ce moment-là, c'est vous qui allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, et c'est ça qui est génial, en fait. Ok, merci. Oui, comme tu peux voir, j'adore les outils. Je suis une grande fan. Donc là, on a les logiciels de SMS et on a encore effectivement plein d'autres endroits où les recruteurs peuvent se cacher parce que, on l'a vu, hein, il y a plein d'évolutions d'un point de vue technologique. Le recrutement a forcément évolué.
On le voit, nous, dans le quotidien, hein, quand on accompagne que ce soit les candidats ou les entreprises. Et c'est vrai que des fois, quand il y a beaucoup de choses qui sortent, on peut se sentir un peu vite débordé par tout ce qui émerge, parce qu'on a plein de plateformes qui arrivent chaque jour. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur comment rester en veille sur tous les nouveaux outils qui existent. Et je dis souvent, n'oublions pas, en 2006, LinkedIn n'était pas développé à l'international. Donc, c'est quand même assez récent. Et même, j'ai une amie sur LinkedIn qui m'a dit que LinkedIn lui avait fêté ses, je crois, 13 ans ou 17 ans sur LinkedIn. Ça faisait, elle était presque là depuis toujours. Et même le département français de LinkedIn n'était pas encore sur LinkedIn quand elle y était déjà. Donc, c'est dire. Voilà, Facebook n'avait pas lancé ses pages entreprises à l'époque. Twitter était à peine naissant. Donc, voilà, on a plein d'outils qui, en 15 ans, ont vraiment révolutionné les choses. Et l'objectif, quand on va être recruteur, il va être de 4 choses. C'est comment on peut attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et donner envie de passer à l'action. Et ça, c'est la méthode AIDA qu'on connaît bien normalement quand on a fait du commerce. Et l'idée, c'est en fait, c'est les mêmes outils. C'est pour ça que souvent le recrutement est très proche, mine de rien, du marketing et du growth marketing, parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de recruteurs vont utiliser des techniques marketing pour essayer de happer l'intérêt des candidats et faire en sorte qu'ils viennent à eux. Donc, on a plein de techniques aujourd'hui qui font que quand un candidat passe sur un site ou à travers une newsletter, c'est-à-dire que on va nourrir régulièrement les candidats qu'on a en base de données à travers une newsletter pour leur donner envie à un moment donné de postuler sur l'une des annonces ou de nous recommander quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, il y a plein de techniques comme ça qui existent et qui permettent en fait de travailler sur du long terme et faciliter le recrutement à un moment donné. On a notamment les chatbots. C'est assez, on peut l'utiliser tous assez facilement. C'est-à-dire que vous arrivez sur un site et à un moment donné, vous allez avoir un petit chatbot qui va arriver et qui va pouvoir discuter avec vous. Donc, ce qu'il faut derrière, et il ne faut pas forcément avoir un logiciel ultra complexe pour faire des chatbots. Il y a plein d'outils qui existent où on peut implémenter un chatbot. Et l'idée, c'est de réfléchir simplement à quelles sont les questions que les candidats pourraient se poser. Et se dire, tiens, on va déjà nourrir le chatbot en disant, voilà, si on te pose telle question, voilà les réponses que tu peux donner. Et donc, il y a des entreprises comme ça qui mettent un chatbot pour diriger vers les offres d'emploi. C'est-à-dire que plutôt que le candidat passe 3 plombes à se balader sur le site d'une entreprise, et tout de suite, on va lui dire, voilà, tu es à la recherche de quoi? Une alternance, un stage, un CDI, tu veux bosser en freelance chez nous? Le candidat répond, me dit, OK, tu sais plutôt dans quel type de métier ou de secteur? Et en fonction des réponses du candidat, hop, derrière, on va lui dire, voilà, sur cette page, tu vas trouver toutes les annonces qui peuvent correspondre à ton métier. Et si jamais il n'y a rien, c'est écoute, on n'a pas d'annonce pour le moment, mais si tu veux, dépose ton CV ou viens nous voir, on fait un after work où on rencontre les candidats. Et ça permet de créer du coup un lien via un chatbot et de faire en sorte que le candidat, il ne s'est pas perdu dans je fouille et je scrolle pour trouver l'annonce qui m'intéresse. Il a tout de suite l'impression que quelqu'un est en train d'échanger avec lui. Et là, vous avez un petit outil qui est sympa qui s'appelle Vidéo Ask, qui vous permet de faire des petites vidéos, je vous le mets dans le chat, qui vous permet de faire des petites vidéos. Donc, c'est-à-dire que le recruteur peut aussi se mettre en vidéo. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un scénario. Et vous allez tourner une première vidéo, genre bonjour, bienvenue sur le site Trucmuche, tu es à la recherche de quoi? Et là, il y a 3 petites réponses qui apparaissent. Et quand le candidat choisit, hop, vous avez une autre vidéo qui dit « Ah, cool, tu cherches une alternance ?» Et écoute, pour l'alternance, on a des postes qui sont dans telle et telle région. Quelle région t'intéresse? Et hop, le candidat… donc, il a vraiment l'impression de déjà discuter avec vous. Et du coup, c'est pas chiant pour lui de chercher. Et il va avoir et tout le monde le dit, il a une expérience du coup utilisateur qui est positive. Et on le sait, quand l'expérience utilisateur ou l'expérience candidat est positive, on a encore plus envie de rejoindre l'entreprise, ou en tout cas, on va en parler positivement autour de soi. Et donc ça, c'est des petits éléments qui peuvent aujourd'hui être utilisés assez facilement par les entreprises. On a l'intelligence artificielle. Oh, il n'y a pas d'image. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Ça peut être le fait d'utiliser effectivement du chat GPT, on peut l'utiliser pour plein de choses. Ça va être aussi des recrutements par simulation, des entretiens en visioconférence, des tests de personnalité en ligne.
Alors, pour les tests de personnalité en ligne, on connaît tous Assess First. Les recrutements par simulation, vous avez PeopleIn qui fait ça aussi, qui vous aide à recruter les gens en fonction de leurs compétences. C'est-à-dire que c'est en dehors de la formation, de l'âge, de tout ce qui peut être discriminant. Et ben, vous avez besoin de quelqu'un, vous déterminez les 3 compétences qui sont essentielles. Et ben, eux, ils vont mettre en place des tests de compétences. Et si les candidats réussissent ces tests de compétences, vous recevez les profils de ces candidats. Et donc, vous êtes forcément invité à les rencontrer en entretien. Les entretiens de visioconférence, il en existe plein aussi. Et vous pouvez vous-même les créer avec VideoAsk. Parce que VideoAsk peut vous faire plein de choses. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez déterminer qu'au lieu de recevoir un CV, une lettre de motivation classique, les personnes peuvent répondre peut-être à 3 questions en vidéo. Et derrière, vous pouvez leur faire un retour, du coup, ultra rapide aussi. Donc, c'est aussi des manières qui peuvent être utilisées pour améliorer toujours ce côté expérience candidat et améliorer les méthodes de recrutement. Donc, ça peut être des choses qui sont sympas, en sachant que les entretiens en visioconférence sont pas toujours très appréciés des candidats, parce qu'ils ont toujours très peur des entretiens en vidéo, parce qu'ils sont seuls face à une caméra, parce qu'ils ont peur de dire ou de ne pas dire ce qu'il faudrait dire. Donc, ils ont souvent tendance à freiner dès qu'il y a un entretien ou une préparation à faire en vidéo. Tandis que la simulation est beaucoup plus facile, parce que là, ils sont jugés sur vraiment ce qu'ils sont capables de faire. On peut aussi recruter grâce aux avis. On connaît tous les avis qu'on laisse sur Google ou sur Glassdoor ou autre. Et la réputation de l'entreprise peut aussi jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fonction de quand on est candidat, on visite les pages entreprises, on fait des recherches sur Google, on tombe sur une page, on va regarder les avis, et puis là, on voit plein d'avis, que ce soit de collaborateurs, de clients, de fournisseurs, d'anciens stagiaires, qui ont laissé des avis sur des pages, et forcément, c'est positif. Glassdoor utilise énormément ce genre de choses. J'imagine que vous connaissez. C'est le fait de pouvoir laisser des avis, d'avoir des informations aussi sur le type d'entretien, le type de questions qui sont posées lors des entretiens, des informations sur la rémunération, sur les avantages. La seule difficulté, le défaut que je trouve quand même à Glassdoor, c'est qu'en fait, rien n'est vérifié. C'est du déclaratif. Et même si vous recevez des avis positifs ou négatifs, Glassdoor ne vérifie pas si véritablement la personne était dans l'entreprise ou était un candidat. Donc, en tant qu'entreprise, vous avez juste droit à avoir un droit de réponse. Et je sais qu'aux États-Unis, je pense que ça arrive tout doucement en France aussi, beaucoup d'entreprises se font la guerre comme ça sur Glassdoor et déposent des faux avis aux entreprises concurrentes pour essayer un peu de casser leur image. Donc, c'est le côté un peu dommage de Glassdoor où c'est un peu la guerre à tout va. Et donc, les avis, l'avantage, c'est que les candidats sont 75% plus susceptibles de postuler si ils trouvent que l'entreprise a une bonne image. Et la bonne image, ça passe un peu par la marque employeur, c'est-à-dire tiens, comment on communique, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Et quand on voit des avis qui sont positifs, c'est sympa. C'était quoi, il y a un mois maintenant, peut-être, ou 2, je ne sais plus. J'avais fait une campagne pour Rakuten, donc l'e-commerce. Et du coup, j'ai tourné une vidéo dans leurs locaux, ça a été publié sur leur site et il y a eu plein de commentaires à la suite de cette vidéo et ça a donné envie à des candidats de se dire la vidéo elle est cool, 2, les commentaires, on voit les collaborateurs qui interagissent et donc c'est sympa. Donc on a vraiment cette impression que c'est une entreprise cool. En tout cas, c'est l'image que ça donnait et c'était vraiment l'image que moi j'ai vécue dans la boîte. Et c'est ce qui a facilité aussi le recrutement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de publier des annonces. À travers des vidéos ou des avis positifs, ils ont attiré naturellement des candidats. Donc, tout ça, c'est des techniques aujourd'hui qui permettent vraiment d'attirer les candidats. Toujours la même chose, c'est sur du long terme. Vous avez aussi les avis sur Indeed. Vous avez des pages entreprises maintenant sur Indeed. Vous pouvez vraiment vous faire remarquer et c'est travailler toujours cette image, comme sur les pages, sur les sites comme Hello Work, où vous pouvez aussi avoir des pages entreprises ou du Welcome to the Jungle. Enfin, voilà, c'est des pages de visibilité qui vous permettent vraiment de montrer l'entreprise telle qu'elle est pour attirer plus facilement les candidats. Sur Welcome to the Jungle, beaucoup d'entreprises reconnaissent ne pas recruter via Welcome, mais avoir amélioré leur image. Et en fait, les candidats, très souvent, les contactent par d'autres biais que par la page Welcome. Donc, on va contacter l'entreprise, on a vu la page Welcome, mais comme l'entreprise fait un événement, on se rend sur place, ou on contacte le RH, le recruteur directement sur LinkedIn, pour essayer de créer pareil, toujours du lien en direct. Et donc, les candidats, en voyant certaines choses,
c'est un peu comme nous, hein, quand on voit des pubs, on ne va pas acheter le produit tout de suite, mais au bout d'un moment, ça nous donne bien envie d'essayer. Bon, il suffit qu'en plus, on ait un ou deux amis qui aient testé le produit et qui nous disent qu'il est vraiment formidable. Bon, bingo, la fois suivante où on est sur la route, on voit l'entreprise, on voit la marque, et on y va, on rentre et on va acheter quelque chose. Donc, les candidats, c'est exactement la même chose, c'est le côté redondant qui va leur donner envie de recruter de plus en plus. Et tout ça, du coup, on a le côté inbound marketing où on travaille aussi avec le contenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une entreprise qui cherche à ce que les candidats ou les non-candidats, parce que ça, c'est le truc aussi important, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à capter l'attention des candidats, mais aussi à capter l'attention de ceux qui n'imaginaient pas pouvoir travailler chez nous, ou qui pourraient être justement des bons candidats. Et c'est de s'adresser naturellement et spontanément à eux en leur délivrant du coup du contenu, des services pour justement les nourrir et leur donner envie à un moment donné de revenir vers eux. Et en fait, c'est le fait d'attirer les candidats qui sont passifs et de les convertir en potentiellement futurs candidats, que ce soit avec des articles dans des blogs, ce qu'on appelle des lead magnets, donc c'est des choses gratuites qu'on va donner aux candidats pour capter leur intérêt, un petit livre blanc sur, il y a une entreprise qui fait ça, qui diffuse des conseils pour réussir les entretiens. Et forcément, les candidats vont aller le lire et puis s'ils sont contents du contenu, ils vont avoir envie de postuler dans l'entreprise. Et donc ça, c'est l'idée, c'est OK, tout candidat qui n'avait jamais entendu parler de notre entreprise ou qui ne pensait pas s'y intéresser, on va lui offrir du contenu et on va essayer de le transformer en candidat actif avec des événements, avec des rendez-vous, des visios, et on va le suivre jusqu'à sa candidature, voir sa cooptation si besoin. Oui, Juliette. Oui, Amélie, tu parlais du pouvoir en gros de la recommandation. Est-ce que, toujours quand on revient sur le profil LinkedIn, on est amené à pouvoir mettre des recommandations d'anciens clients, partenaires et tout. Est-ce qu'en tant que candidat, il y a tu as pu mesurer l'efficacité de remplir cette partie-là pour promouvoir son image de professionnel auprès de recruteurs? Est-ce que les recruteurs regardent cette rubrique? Ils vont quand même la lire, ils vont quand même vérifier que ce n'est pas des recommandations croisées, parce qu'on a souvent ça avec les candidats, les étudiants qui se recommandent entre eux. Je leur dis, bon les gars, vous êtes dans le même groupe, mais ça, c'est pas une vraie reco. Là, effectivement, quand tu as un ancien manager, un ancien client, un ancien fournisseur ou un ancien collègue avec qui tu as travaillé sur un projet en transversalité, c'est quand même toujours positif d'avoir des gens qui ouvertement vont s'afficher en faveur de toi, en faveur d'une compétence. La difficulté, c'est d'arriver à en avoir, parce que souvent les gens ne savent pas quoi écrire dans les recommandations. Et moi, ce que je dis toujours, c'est en fait, il faut leur mâcher un peu le travail. Limite, il faut leur dire, voilà, on a travaillé ensemble dans telle entreprise sur tel type de projet. Est-ce que vous pouvez recommander telle ou telle compétence dans le cadre de ce projet? Et en fait, en leur disant exactement, entre guillemets, quoi écrire, pour eux, ce sera beaucoup plus facile de t'écrire la recommandation. Et stratégiquement, il vaut mieux demander une recommandation quand on est en cours de poste. Tu vois, en termes de timing, c'est pas évident. Après, c'est une personne avec qui tu as travaillé en transversalité, un client ou un fournisseur, c'est pas un problème. Ton manager, si tu lui demandes une reco sur LinkedIn alors que tu es toujours en poste, il va peut-être se dire que tu as envie d'aller voir ailleurs. Donc, dans ces cas-là, c'est aller chercher des anciens managers ou des personnes qui gravitent autour de toi. Et si ton manager s'en aperçoit, oui, tu travailles ton attractivité sur le marché. À lui de faire en sorte que tu aies envie de rester et d'évoluer, peut-être. Okay. C'est la loi du marché. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire peur aux entreprises pour qu'elles vous donnent envie de rester, mais c'est à un moment donné, si vous ne trouvez plus votre compte dans une entreprise, c'est légitime d'aller tester votre employabilité. Toute entreprise ne se prendra pas autant la tête le jour où il faudra se débarrasser d'un collaborateur. Ouais. C'est-à-dire que les RH, en règle générale, sous la pression de la direction, il faut se débarrasser d'un collaborateur, on se débarrasse d'un collaborateur. Il n'y a pas d'état d'âme, en fait. Bon, il ne faut pas en avoir non plus en tant que candidat. Oui, ok. L'idée, c'est LinkedIn, c'est ta page de vente, c'est ta manière à toi de te valoriser, de montrer tout ce que tu es capable de faire, que tu t'intéresses à un métier, à un secteur, de pouvoir échanger, discuter, communiquer, montrer ta valeur, en fait. Oui. Ok, merci. De rien. On a aussi, donc, je vous parlais des newsletters, c'est notamment Toyota qui le fait, le marketing par email. L'objectif, c'est qu'en fait, ils ont
tous les candidats qu'ils n'ont pas recrutés mais qui sont restés en base vont recevoir des emails avec du contenu si possible pertinent. Alors ça peut être je sais pas moi, ça peut être des infos sur où aller coworker, des infos aussi en interne sur ce qui se passe dans l'entreprise pour les tenir aussi au courant des innovations au sein de l'entreprise. C'est des conseils pour leur carrière. Et en fait, plus ils vont travailler ce genre de contenu, à la fois pour pimper un peu leur image et accompagner les candidats qu'ils n'ont pas pu recruter, plus les candidats restent en alerte et se disent « Ah tiens, si ce n'est pas une annonce pour moi, c'est peut-être une annonce pour quelqu'un de mon réseau ou peut-être qu'après-demain, il y aura une annonce pour moi. » Et donc, ils vont continuer à recevoir ces emails. Donc ça, on est vraiment à fond sur ce qu'on appelle le care candidat en recrutement, où c'est OK, un candidat, on ne l'a pas recruté ou on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est pas grave, on va quand même continuer à le bichonner parce que si ça se trouve, lui ou son réseau peuvent nous apporter quand même toujours d'autres profils intéressants. Tu as une autre question, Juliette, ou la main est toujours levée? J'ai pas fait gaffe. Attends, voilà. Je surveille les mains levées, hein, donc attention. On a aussi le marketing vidéo qui permet, alors, ouais, j'avais mis, là c'était juste une vidéo en fait d'une entreprise qui met en avant tous les nouveaux collaborateurs, et ça c'est des vidéos qui circulent énormément sur YouTube. Toujours YouTube que tout le monde adore, et en fait aujourd'hui plus de 80% des personnes déclarent vouloir plus de contenu vidéo parce que la vidéo fonctionne de plus en plus, que ce soit pour de la pub classique ou même du contenu vidéo de marque et donc d'entreprise, parce qu'elles vont retenir beaucoup plus facilement le message. Là où quand on lit un texte, on va retenir que 10%, dans une vidéo, on va retenir plus de 90%. Et donc, en fait, aujourd'hui, même LinkedIn va commencer tout doucement à valoriser la vidéo. Il faut que je me mette à la vidéo, moi aussi, moi qui adore écrire. Mais donc, l'idée, c'est justement de se dire, OK, on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui du marketing vidéo pour capter aussi l'attention des candidats. Et donc, on en revient toujours à ce côté marque employeur, c'est-à-dire on va communiquer sur le fait que c'est cool de bosser pour nous, les avis des collaborateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, ceux qui nous ont intégrés il y a 6 mois, 1 an ou 10 ans. Et en fait, ça permet vraiment de connecter des candidats potentiels à un niveau ultra précis, parce qu'on peut vraiment cibler la visibilité de la vidéo, ou alors on peut la laisser en mode naturel et laisser faire le buzz, entre guillemets, qui pourrait donner vraiment la légitimité à l'entreprise qui promeuse tous ces témoignages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aujourd'hui de plus en plus avec beaucoup d'entreprises. Et c'est aussi ce qu'on va appeler le marketing d'influence, c'est-à-dire qu'on va faire appel, soit on fait appel en interne et on fait des vidéos pour promouvoir l'entreprise et mettre en avant les collaborateurs, soit on fait appel à des personnes extérieures qui vont venir parler de notre entreprise, qui vont venir peut-être la visiter ou simplement en parler avec des gens, faire des interviews, des podcasts, ce qu'on veut. Et l'idée, simplement que grâce à la réputation ou à l'image de ces personnes, l'entreprise arrive à rayonner et à toucher des candidats actifs ou passifs. Parce qu'il y a toujours ces deux types de candidats qu'il faut avoir en tête pour une entreprise, pour essayer de donner envie, en tout cas, de recruter un maximum. Et donc ça, ces vidéos, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors après, toujours attention, ce côté authentique, effectivement, il ne faut pas chercher à créer une jolie vidéo et montrer le pays des bisounours de l'entreprise. Moi, je sais que j'ai un ami qui était sur une entreprise à Lyon et qui, en fait, dans ses entretiens, indiquait clairement ce qui ne fonctionnait pas dans l'entreprise. Donc, il disait, voilà, tu as envie de bosser pour nous, c'est cool. Voilà ce qui fonctionne chez nous et voilà les trucs sur lesquels on galère, on n'est pas bon. Et en fait, il le disait tellement naturellement qu'en fait, les candidats étaient, OK, donc ça ne fonctionne pas, très bien. En fait, ils apprécient cette franchise et ça leur donnait envie peut-être de venir avec des idées ou de montrer ce qui pouvait potentiellement être fait. Ou si vraiment c'était rédhibitoire pour eux que telle chose ne fonctionne pas, ils disaient, bon, OK, effectivement, ce n'est pas une boîte pour moi. Et donc, ce côté vrai, c'est ce qui fonctionne, parce qu'on a vu beaucoup de campagnes quand même de marque employeur où tout était beau, tout était rose. Et quand on est de l'intérieur, on se dit, ouais, mais en fait, non, c'est pas trop ça, en fait. Et je vois Sophie qui a levé la main. Oui, je me disais finalement, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'à un moment, tu parlais des gens de l'extérieur qui viendraient parler de l'entreprise, que presque on va faire du recrutement avec des influenceurs bientôt alors. Ah, mais ça se fait déjà en fait. Moi, je le fais.
Parce que j'ai cette casquette aujourd'hui sur LinkedIn d'influenceuse RH et donc j'ai des entreprises qui me payent moi et d'autres influenceurs pour justement promouvoir alors soit leurs produits, leurs services ou leur marque employeur. Donc pour justement capter un maximum de personnes. Donc on a les influenceurs qui sont sur Insta, qui sont tous à Dubaï, et puis après on a les influenceurs B2B et qui arrivent tout doucement aujourd'hui sur LinkedIn. Et t'es pas à Dubaï? Pardon? T'es pas à Dubaï? Non, je suis pas à Dubaï. À Torigny-sur-Marne, à côté de chez Disney. C'est pas pareil. Mais voilà, là, l'idée, c'est normalement, quand on fait une campagne, ce qu'on appelle de marketing d'influence, c'est aussi avoir ce côté authentique. C'est-à-dire que heureusement, on est libre de choisir si on veut ou pas faire cette campagne, si le produit, le service ou l'entreprise, ça nous plaît ou pas. Et je sais que, moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis au sein des Années Folles, qui est l'agence de marketing d'influence. Et j'ai refusé, je crois, 3 campagnes pour le moment en disant non, je le sens pas ou le produit m'intéresse pas. J'ai pas envie d'en parler. Donc, c'est ça aussi qui est plutôt sympa. Et après, moi, je n'ai pas de mal à aller gratter et à aller poser les questions qui fâchent des fois. Je me souviens d'un live que j'avais fait avec Payfit, qui est un logiciel RH, qui est en plus mon logiciel RH. J'ai la mauvaise tendance à devenir cliente après. Et pendant le live avec le dirigeant, je l'ai un peu taquiné sur les collaborateurs qu'il avait dans l'entreprise, parce qu'ils étaient tous très jeunes. Et je lui disais, mais quid de la diversité dans votre entreprise? J'ai les plus de 45 ans, ils sont où et je sais que ça a un peu tiqué, mais je dis, mais si vous m'avez choisi, vous connaissez toutes mes casquettes, tous mes métiers, tous mes combats. Donc, ça en fait partie. Donc, même s'il y a des questions qui ne vous plaisent pas, je les poserai quand même. Et donc, c'est ça aussi que les entreprises, si elles ont envie de jouer le jeu, doivent venir chercher. C'est ce côté authentique, on s'assume et on est comme on est. Mais oui, maintenant, ouais, on fait appel à l'extérieur pour recruter. En tout cas, c'est comment travailler l'image, comment capter. C'est toujours une question de surenchère aussi. Hein. De chaque année, c'est qui peut faire le plus pour essayer de mieux capter les candidats. Beaucoup d'entreprises, quand elles me disent que c'est la pénurie de talents, je leur dis oui, mais il n'y a pas que les talents, il y a aussi les candidats classiques. Et il n'y a pas que les talents qui ont moins de 26 ans, et c'est aussi les talents qui ont plus de 35 ou 45 ans, c'est aussi des talents à aller chercher. Et voilà, c'est comment on va mobiliser les entreprises à vraiment ouvrir les écoutilles sur tout, en fait. On a aussi tout ce qui est prise de contact avec des annonces Google. Vous avez des gens qui ça fait beaucoup aux États-Unis, pas encore beaucoup en France. J'en ai pas vu beaucoup. Mais qui vont utiliser justement les pages Google. Donc après, vous avez toutes les listes locales. Alors, vous avez du Google, du Yelp, du Citysearch qui existent. Et l'idée, c'est que certains profils d'entreprise sur Google vont afficher les emplois aussi dans leurs fiches. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'aller voir peut-être la personne qui est en charge du marketing ou de la com de l'entreprise, de dire, voilà, est-ce que dans la fiche entreprise, on peut mettre en avant soit le site carrière, soit les annonces? Parce que si des gens cherchent des informations, même un utilisateur cherche une information, il va tomber sur la page de l'entreprise, sur les avis et sur potentiellement des annonces qui sont mises en avant directement sur Google. Donc ça peut être aussi des techniques. Je vous parlais des entretiens vidéo différés. Donc, il y a effectivement tout ce qui est Visio-Talent, Willow ou Interview App qui fonctionne assez bien. C'est très utilisé. Et comme je vous disais, ce n'est pas forcément très apprécié des candidats parce qu'ils ont toujours peur de répondre à côté de la plaque et de se dire qu'ils n'ont que 30 secondes ou 2 minutes pour faire une réponse. Vous avez beaucoup de candidats qui ne sont pas à l'aise en public. Donc, la prise de parole en public, pour eux, c'est un vrai exercice. Et puis de se dire qu'ils ne peuvent pas refaire la question, en tout cas refaire un autre enregistrement, que c'est du one-shot, ça leur met une pression en plus. Donc voilà, bien faire attention si vous choisissez ces outils pour essayer de recruter différemment. Sachez que c'est soit vous proposez des petites vidéos pour que les gens puissent s'entraîner en amont et les rassurer, soit effectivement vous n'en mettez pas. Après, on a toute la partie gamification qui est de plus en plus aussi utilisée. C'était Marriott, la chaîne d'hôtels, qui avait utilisé ça. C'est un groupe hôtelier donc américain et qui avait créé un jeu qui s'appelait My Marriott Hotel. Et en fait, ça permettait au personnel de l'hôtel, ainsi que tout ce qui était femmes de chambre et autres, de s'entraîner sur un jeu
avant même de commencer à travailler. Donc, c'était déjà un petit peu pour tester et voir si ils avaient des bons réflexes, des aptitudes, et si c'était potentiellement un métier pour eux. Dire là, peu importe la formation, l'origine, si le métier était fait pour eux, ils pouvaient postuler à travers, en faisant un jeu au tout début. Et après, aujourd'hui, vous avez plein de boîtes, hein, comme L'Oréal, Renault, Danone, Michelin, enfin, ils font tous des serious games ou des jeux vidéo pour essayer de recruter le plus possible. C'est-à-dire que si à un moment donné, on cherche absolument quelqu'un qui parle une langue étrangère, et bien avec un jeu vidéo, on peut tester son niveau de compréhension ou d'écriture pour tester un candidat avant de lui donner envie de postuler. Il y a quelques temps, mais ça n'a pas fonctionné, j'avais quelqu'un qui avait créé une application qui s'appelait Fiche et qui permettait de faire plein de petits tests, plein de petits jeux. C'était une application mobile. Et en fait, les candidats qui recevaient, qui avaient les meilleurs résultats à ces jeux et à ces tests, recevaient potentiellement des offres d'emploi. Donc, en fait, les entreprises indiquaient qu'ils voulaient les candidats qui avaient réussi 80% des tests. Et donc, dès lors qu'il y avait eu 80% de réussite, hop, le candidat recevait une annonce. Donc, voilà, c'était en même temps, on pouvait s'entraîner à de l'anglais, des maths, des stats, il y avait un peu de tout. Mais son appli ne fonctionne pas, ça n'a pas dû prendre. Et donc, ça, c'est même des choses que, quand on est recruteur, on peut mettre en place assez facilement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des jeux comme vous avez des Kahoot que vous connaissez peut-être, que c'est un peu comme c'est pas WooClap, il y en a un autre qui est très utilisé en entreprise. Vous avez Genially qui vous permet de créer des jeux interactifs sans avoir à coder, hein. Genially le fait tout seul. C'est-à-dire que vous pouvez créer un petit escape game, un petit jeu en ligne pour attirer les candidats, leur présenter l'entreprise, leur présenter les métiers, les secteurs, les possibilités de carrière dans l'entreprise, tester sur certaines compétences, c'est-à-dire que les candidats vont faire des quiz et vous allez voir derrière s'ils ont des bons résultats ou pas au quiz, et en fonction de leurs résultats, vous allez pouvoir leur proposer un rendez-vous. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez facilement mettre en place pour capter l'attention des candidats et soit le diffuser directement sur votre site, sur vos pages carrières, sur vos réseaux sociaux, le diffuser même à grande échelle avec de la publicité pour transformer toujours des candidats passifs en candidats actifs. Ça peut être l'idée. Là, je vous ai mis des screenshots des jeux qu'on crée nous justement en mode escape game ou autre pour les entreprises. Vous avez les MOOC aussi. Même si on sait que 80% des gens ne finissent jamais un MOOC, ça fonctionne toujours. Les gens vont suivre des MOOC. Et en fait, il y a toujours un recruteur qui traîne sur un MOOC, toujours. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, dans les conversations, on voit les personnes qui ont les mieux réussi certains MOOC. Et c'est notamment Square, c'est une entreprise spécialisée dans le paiement mobile électronique qui a embauché un collaborateur après l'avoir repéré sur une formation. Et en fait, la personne avait validé les 6 matières et je crois que sur les 6, 4, il avait eu la note maximale. Et du coup, en repérant ça, l'entreprise a souhaité contacter le candidat et lui faire une offre. En disant, voilà, sur ce MOOC qui intéresse l'entreprise, on voit que X candidats sont vraiment performants. Donc, c'est ce genre de personnes qu'il nous faut dans l'entreprise. Donc, ça peut être intéressant, même si, encore une fois, même si les personnes ne vont pas jusqu'au bout. Parce que c'était Udemy qui avait partagé la stat que seulement 14% des candidats obtenaient la certification à la fin de la formation. C'est quand même pas beaucoup. Mais d'où l'intérêt quand même d'aller fouiller un petit peu sur les MOOC. Et c'est pareil dans le LinkedIn Learning. Hein. Vous voyez sur LinkedIn qui sont les personnes intéressées par les cours. Donc, ça peut vous permettre d'aller, voilà, j'avais mis juste là, d'aller chercher justement les candidats. Vous voyez, on le voit ici, apprenant, 632 membres aiment ce contenu. Bon, du coup, vous avez des outils comme Phantom Buster, je ne sais pas si vous connaissez. Phantom Buster, hop, je me mets là, qui vous permet du coup d'aller récupérer les données des personnes qui ont, en tout cas les profils des personnes qui ont aimé une formation sur LinkedIn Learning, ce qu'on appelle ça du scrapping en marketing, et d'aller leur envoyer des messages directement sur leur profil. Donc derrière, vous pouvez leur envoyer des invitations en disant, voilà, on a vu que vous aviez apprécié tel type de formation. Et après, c'est leur dire, est-ce que c'est dans le cadre de votre carrière? Est-ce que c'est juste une envie personnelle? À tout hasard, est-ce que vous auriez des envies de bouger? Voilà, c'est des petites choses que vous pouvez leur demander assez facilement. Twitter, donc X aujourd'hui,
Comme je disais, c'est qu'on y retrouve quand même 15 à 20% d'offres d'emploi, hein, donc c'est quand même des choses qui sont plutôt intéressantes. C'est des annonces qui proviennent à la fois des entreprises, mais aussi à la fois des salariés, donc ça peut être intéressant d'aller checker de temps en temps. Et vous avez l'opération qui s'appelle e4emploi, qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui permet justement de partager vos annonces, donc avec le hashtag i4emploi. Et quand vous êtes un candidat, vous reprenez ce hashtag et vous ajoutez un R à la fin, donc i4emploi R. Vous partagez votre profil LinkedIn et en fait, vous avez toute une communauté. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 personnes qui suivent ce hashtag. Et en fait, cette communauté va aider les candidats à repartager leur profil pour qu'ils soient visibles auprès d'un maximum de RH, employeurs potentiels et faciliter comme ça les recrutements. Alors, ce n'est pas encore quelque chose qui est massif. On est peut-être sur 200 ou 300 recrutements réussis à l'année, mais je me dis que c'est quand même toujours ça. Simplement en diffusant son annonce ou son CV, ça peut permettre à des gens de se rencontrer. Généralement, en début de mission de recrutement, c'est toujours intéressant d'aller regarder s'il n'y a pas des profils qui traînent un peu sur Twitter avec ce hashtag. Hashtag qui avait été lancé, j'ai oublié son prénom. Il va me tuer si j'ai oublié son prénom, mais qui était à l'époque, qui avait été créé pour sauver une usine qui était au fin fond de la France, une usine qui allait fermer. Et en fait, la personne qui a créé ça a lancé cette opération et a mis en avant les profils des personnes dans l'usine pour les aider à retrouver du travail. La cooptation, donc, comme je disais, pour faire des recommandations et offrir, permettre de faire gagner de 200 jusqu'à 1000 euros selon les postes. Donc, je sais que souvent, les cooptations en interne dans l'entreprise, ça a du mal à prendre. Ce n'est pas forcément toujours facile à mettre en place parce que les gens ont quand même toujours peur. C'est-à-dire que recommander quelqu'un qu'on connaît, si ça se passe mal ensuite, on a toujours peur que ça nous retombe dessus à la fin. Donc après, ça peut être bien d'avoir une charte et de vraiment bien expliquer les choses aux collaborateurs pour qu'ils soient rassurés ou d'accompagner aussi, que la personne qui a recommandé accompagne aussi sur la partie onboarding pour responsabiliser un petit peu tout le monde. Voilà, ça peut être des petites choses assez sympas. On a les meet-up aussi qui fonctionnent très bien. Meetup, donc outil qui permet de rencontrer des personnes qui ont la même affinité sur une activité, sur un métier, sur un secteur, peu importe. C'est connu, Meetup, c'est connu à l'international. L'idée, c'est que les gens vont se rencontrer en journée, en soirée, en semaine, en week-end, autour d'une thématique qui leur tient à cœur. Alors, ça peut être le fait d'aller adorer ramasser les champignons le dimanche matin. Ça peut être fan de marketing, ça peut être fan de l'IA. Il y a tous les sujets. Les voyages, le scrapbooking, vous avez vraiment de tout. Et l'idée, c'est que dans ces réunions, il y a toujours un recruteur qui traîne généralement, surtout quand c'est lié au métier, au secteur d'activité. C'est-à-dire que quand il y a des réunions avec beaucoup d'informaticiens, il y a forcément des recruteurs dans la salle pour espérer pouvoir laisser une carte et donner envie à des informaticiens de venir travailler pour l'entreprise. Donc ça fonctionne assez bien. La pandémie a fait un petit peu mal à Meetup parce qu'effectivement, tout est passé en digital et on n'était plus du tout sur les rencontres vraiment physiques. Donc maintenant, ils font ce qu'on appelle du phygital, donc moitié physique, moitié à distance. Mais voilà, s'il y a des réunions toujours métier-secteur, ça peut être intéressant d'aller traîner un peu là-bas et d'aller discuter avec les gens pour potentiellement trouver des candidats sur les métiers qui vous intéressent. Donc ça peut être pas mal. Et si jamais vous cherchez à l'international, du coup, Meetup fonctionne très bien. Je vous ai parlé de Shaper, du coup, qui vous permet de recruter par affinité, entre guillemets, en tout cas, d'essayer d'avoir des matchs. Ils ont sorti plusieurs choses. Il y a le Shaper Talent maintenant, qui permet aussi aux entreprises de recruter plus facilement. Donc, en fait, ils ont bien vu le potentiel de leur application sur le fait que ce n'est pas juste pour réseauter, mais que ça peut être aussi une application pour faciliter le recrutement. Donc, moi, j'ai utilisé l'application en mode réseautage classique. Je n'ai pas utilisé la version job. Donc, voilà, à tester effectivement pour voir comment elle est. Et puis, on n'oublie pas tous les webinars et autres confs qu'on peut faire à gauche, à droite. Donc, vous avez sur les événements type Eventbrite, mais aussi les LinkedIn Events. C'est des webinars thématiques qui sont proposés les 3 quarts du temps gratuitement.
soit par une entreprise, soit par un partenaire. Et l'objectif, c'est forcément de faire parler de l'entreprise, du produit, des services, de mettre en avant peut-être les offres d'emploi de l'entreprise. Ça peut être un manager qui vient parler, ça peut être un collaborateur qui est là depuis, 6 mois ou 10 ans, peu importe. Donc voilà. Et comme souvent c'est disponible aussi en replay, dès lors que les personnes se sont inscrites, ça va permettre aussi aux recruteurs de repérer qui sont les inscrits. Sur LinkedIn Events, typiquement, imaginons que vous recrutiez des gens qui sont dans la cybersécurité. Et si vous voyez un événement sur LinkedIn dédié à la cybersécurité, dès lors que vous aussi, vous dites que vous êtes intéressé par l'événement, vous avez accès à toutes les personnes qui se sont inscrites à l'événement. C'est-à-dire que s'il y a 200 ou 3000 personnes inscrites, vous allez pouvoir discuter avec ces personnes sans avoir à envoyer des demandes de connexion. Les messages se font directement. C'est comme dans les groupes sur LinkedIn. Dès lors que vous intégrez un groupe, vous pouvez discuter avec les gens directement sans forcément envoyer des demandes de connexion. Donc, c'est le même avantage. Et donc là, ça vous permet vraiment d'aller scanner un petit peu les événements qui peuvent vous intéresser par rapport au profil que vous recherchez. La communauté Slack, donc comme je vous disais, vous pouvez les retrouver un petit peu partout. Vous recherchez directement sur Google aussi. Sinon, vous avez la techcommunities.fr qui vous fait aussi des références. Mais voilà, il y en a vraiment sur tous les métiers, tous les secteurs, Slack ou Discord d'ailleurs, qui fonctionnent assez bien. On a ensuite tout ce qui est Instagram, WhatsApp, TikTok, qui fonctionne de plus en plus. Alors, c'est un réseau qui est encore sous-utilisé en France sur la partie WhatsApp, mais qui est très utilisé dans d'autres pays. Instagram, alors selon effectivement le métier et le secteur, c'est là où recruter peut être intéressant. Et puis TikTok, un TikTok qui aujourd'hui fonctionne énormément. Il y a la partie RH et recrutement qui commence à arriver de plus en plus sur TikTok, qui est déjà bien présent. Et on a notamment l'agence d'intérim Synergie, qui a testé une vidéo qui a été vue plus de 360 000 fois et qui a permis de générer plus de 30 CV. Donc voilà, ça leur a permis d'être connus et d'avoir rapidement des annonces, en tout cas des profils pertinents. Donc ça peut être vraiment des éléments intéressants aussi à tester. Alors toujours, c'est en fonction de la typologie de candidat que vous recherchez. C'est aussi une manière de travailler TikTok, la marque employeur, en disant que les jeunes qui sont sur TikTok, même si maintenant la population vieillit sur TikTok, mais les jeunes qui vont vous voir sur TikTok, c'est aussi une manière de faire rentrer dans leur tête que votre entreprise existe pour que dans quelques années, ils aient peut-être envie de faire un stage ou une alternance dans votre entreprise. Donc, c'est toujours penser ce format en disant, tiens, comment je peux anticiper mes besoins de recrutement et ce n'est pas juste à 3 mois ou à 6 mois par rapport aux besoins. On a le street marketing aussi. Peut-être que vous avez entendu parler d'Atypique. Atypique qui est passé à la télé dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Ils n'ont pas financé son projet, mais qui fonctionne assez bien aussi et qui permet, en fait, une entreprise indique, elle est à la Défense, elle veut recruter des gens et elle voudrait recruter des gens qui sont locaux. Et en fait, l'entreprise va aller dans les rues qui sont autour de la Défense. Donc, ça va faire, du Nanterre, du Courbevoie, de Suresnes plutôt. Et vont aller interpeller les gens à la sortie du métro ou du RER pour leur demander simplement s'ils ne cherchent pas un travail. Et en fonction des échanges et discussions, potentiellement, ils peuvent revenir avec des CV. Donc, c'est aussi une manière pour les entreprises de se faire connaître localement et pour éviter justement d'aller recruter des gens qui sont à 200 km. Très souvent, et notamment quand c'est des TPE, des PME, elles ne sont pas forcément connues sur le territoire. Moi, je vois encore, et avec l'ensemble des candidats qu'on accompagne, que quand je leur dis, mais regardez déjà sur Google Maps, en tapant des mots-clés sur des secteurs ou des métiers, quelles sont les entreprises qui sortent de terre et qui sont présentes sur Google Maps. Et en fait, très souvent, on n'imagine pas qu'il y a autant d'entreprises à côté de chez soi. On entend tous parler des grosses entreprises du CAC 40, mais la PME ou l'ETI qui est dans l'industrie, on en entend un peu moins parler. Et pourtant, elle peut tout autant proposer des offres. Donc ça peut être vraiment un moyen de se faire connaître localement et d'attirer un maximum de personnes. Les réseaux alumni, forcément, qui peuvent vous permettre de trouver
des annonces, de réseauter entre vous. Déjà en suivant la page, en vous connectant les uns les autres, en allant contacter simplement des anciens pour leur dire ben voilà, coucou, je suis là, est-ce qu'il n'y aurait pas un poste à me proposer, ou quelles sont les tendances dans ton entreprise, voilà, c'est toujours la même chose. Sur le réseau, quelques infos, donc 50% des rencontres se font dans le cadre des études supérieures, donc preuve que le réseau alumni est important. 92% des cadres interrogés pensent que la confiance est un critère clé du réseau. Les femmes comptabilisent en moyenne 50 contacts dans leur calendrier contre 72 pour les hommes. On réseaute peut-être un petit peu moins, on ose peut-être un petit peu moins. 33% des femmes tirent un bénéfice d'ouverture et d'inspiration grâce au réseau contre 25% pour les hommes. Donc là où effectivement on le voit, les femmes ont plutôt tendance à aller chercher des conseils et un peu du mentorat quand elles réseautent, là où les hommes, c'est tout de suite pour aller chercher du business, des contrats. Voilà, la finalité n'est pas forcément toujours la même. En tout cas, la manière d'approcher n'est pas la même. Donc j'ai envie de dire, mais vous aussi, mesdames, vous pouvez faire du business avec le réseau. Il n'y a pas de raison. Ce qu'on peut retenir un petit peu de cet ensemble, c'est stop un petit peu aux idées reçues sur un peu les méthodes de recrutement. Il existe énormément de choses. Les choses évoluent tant d'un point de vue des grands groupes que des TPE, que des PME. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus. Il ne faut pas hésiter à aller tester les choses. Le recrutement sans CV aussi, ça fonctionne plus ou bien. Je vous ai parlé de People In, qui peut être aussi une bonne technique. Vous avez aussi des entreprises qui vont aussi accompagner des startups. Alors, je pense notamment à mavoie.org, qui aide les jeunes qui sont un peu perdus à trouver justement leur voie. Et donc, vous avez des entreprises qui vont sponsoriser certaines de ces actions pour se faire connaître et pour qu'à un moment donné, peut-être que les jeunes apprennent à connaître l'entreprise et aient un jour envie d'y postuler. Donc, il y a aussi un peu ces actions qu'on fait sans forcément avoir une arrière-pensée de recrutement immédiat. Voir aussi l'ensemble du potentiel, c'est-à-dire voir le potentiel d'un candidat en dehors de ses diplômes. C'est quelque chose sur lequel je milite énormément parce que vouloir simplement copier-coller le profil de quelqu'un, si une personne est partie, c'est qu'il y avait peut-être une raison et que le profil n'était peut-être pas le bon. Donc voilà, c'est aussi se dire que quand vous avez un manager qui peut vous mettre la pression quand vous êtes recruteur pour recruter le pendant de Martine qui est partie de la compta, oui, mais si Martine n'est plus à la compta, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son profil, qui ne lui convenait pas peut-être. Donc, on ne va pas forcément recruter le double de Martine et peut-être aller voir d'autres profils qui peuvent être tout aussi intéressants. La marque employeur répond aux besoins et attentes des candidats aussi. Ce n'est pas juste se montrer, comme je disais, en mode bisounours. Quête de sens, flexibilité, l'engagement aussi social et environnemental, quelque chose qui revient de plus en plus. L'équilibre, vie perso, vie pro, celui-là, souvent aujourd'hui maintenant, les premières questions que les candidats vont poser en entretien, c'est « il y a du télétravail ? C'est combien de jours de télétravail ?» Donc voilà, c'est aussi, je crois que c'est Hello Work et vous avez un autre qui a sorti une enquête sur les attentes des candidats. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'aller regarder souvent les attentes des candidats pour dire tiens, qu'est-ce que je peux modifier ? Peut-être dans ma manière déjà de rédiger l'annonce. On a toujours fait les annonces d'une certaine manière. Peut-être qu'on peut changer ça aussi et envisager l'annonce autrement pour capter l'attention des gens. Donc ça aussi, ça peut être des techniques qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Moins de 50% des offres d'emploi sont accessibles aux candidats par l'intermédiaire des sites emploi et des cabinets de recrutement. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'il existe un marché qu'on appelle le fameux marché caché, qui est clairement le réseau, le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on va échanger les uns les autres et c'est par ce biais-là qu'on va découvrir qu'il y a des opportunités d'embauche. Moi, je le vois beaucoup sur les communautés Slack et Discord où effectivement, il y a énormément de CV qui circulent. Donc, des fois, j'ai même un vivier qui est présent alors que je n'ai pas encore de besoin derrière. Mais je sais que si j'ai un besoin, je peux directement aller voir sur ces viviers qui sont pour moi du marché caché. Et qui ne sont pas forcément visibles de tous. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi importants. Le test de aussi, alors là, c'était quoi j'ai perdu ma ligne. L'escape game, c'est du 64% des répondants. Donc ça, c'est les gens aiment de plus en plus le fait de jouer pour essayer de recruter un peu différemment.
L'entretien par vidéo différée est jugé innovant pour 59 des personnes sondées. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par Assess First, donc la fameuse, ceux qui font le test de personnalité. Les questionnaires de personnalité est approuvé par 78% des candidats et le test de raisonnement est aussi apprécié par 67% des répondants. Donc voilà, c'est des petites stats qui peuvent être intéressantes. D'ailleurs, Assessor fait souvent des petites enquêtes comme ça pour savoir un petit peu ce que les gens en pensent. Et alors, du coup, ma dernière question, c'est dites-vous, est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour mieux recruter? L'idée étant effectivement pas de recruter plus, même s'il y a toujours besoin de volume, mais voilà, de recruter un petit peu peut-être différemment pour capter aussi les candidats différemment. Je suis à vous si vous avez des questions. Je regarde l'heure, j'ai pas du tout regardé l'heure. Oh, ça va. Je suis très bavarde. C'était hyper intéressant. Moi, je recruterai probablement jamais, mais, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je vous ai affiché. Et moi, je suis en tant que futur recruteur, je n'avais pas du coup connaissance des outils actuels, mais j'ai l'impression de pouvoir probablement apporter des nouvelles choses au cabinet que je vais rejoindre. Et du coup, merci pour ça, parce que je n'imaginais pas l'ampleur des outils dispo. Donc, super concret. En tout cas, merci pour pour ce partage de tips et de stratégies. Merci. Du coup, Chloé, c'est un cabinet de recrutement que tu rejoins? Oui. Ok. C'est souvent classique. Enfin, après, ça dépend le type de cabinet que tu rejoins. Si c'est un gros, c'est souvent assez classique dans l'approche. Donc, à voir effectivement s'ils sont ouverts à tout ce qui est un peu l'inbound marketing, la marque employeur, ce genre de choses, ou pas. Si c'est un plus petit cabinet, ils sont souvent un peu plus intéressés par ce côté. Oui, c'est un petit. Petit et tout nouveau. Petit et tout nouveau, donc c'est pour ça que j'ai des bons espoirs sur. En tout cas, il n'y a pas trop d'acquis sur la façon de fonctionner, donc il y a probablement des choses à apporter et qui peuvent bouger. Ouais, bah, du coup, pas hésiter à me demander sur LinkedIn, comme ça je t'enverrai les communautés de recruteurs qui sont disponibles sur Slack et même sur Discord, et ça peut être intéressant du coup de les rejoindre. Les recruteurs travaillent beaucoup Avec plaisir. en aussi, donc ça peut être pas mal pour avoir les bonnes pratiques en fait. Et tous les outils, tu vas voir quand tu vas découvrir les outils, c'est la caverne d'Alibaba, quoi. Super, merci. Puis bah, Juliette, maintenant tu as tout, tu sais où trouver les recruteurs aussi. Complètement, et aussi, comment dire, il faut quand même toujours briefer des personnes qui font un bilan, qui cherchent à trouver un emploi sur les canaux, on va dire, classiques. Il y a les incontournables, avoir des profils LinkedIn et tout, mais du coup aussi s'ouvrir sur un peu des nouveaux canaux et pas avoir peur. Et voilà, par exemple, c'est vrai que l'intelligence artificielle, là j'interviens dans une école de commerce et on s'est dit, va peut-être falloir qu'on intègre l'IA dans les outils qu'on propose aux étudiants pour pas devenir des dinosaures, en fait, si on veut rester un peu à la page. Donc, voilà, mais je garde aussi vraiment en tête la notion, finalement, d'essayer de créer le contact le plus humain possible, à l'heure où, justement, avec tous ces application tracking system et tout, on est arrivé à des gros trucs de masse très anonymes, où on est aussi beaucoup dans le virtuel, des entretiens à distance et tout. Il faut vraiment qu'on se ressente sur l'humain. Et ça passe aussi par la façon d'écrire, et du coup... voilà, il n'y a plus qu'à avoir une écriture un peu authentique, quoi. Moi, je le vois surtout avec les candidats quand je les accompagne, c'est la peur en fait d'écrire à un recruteur ou un RH ou un opérationnel. Donc quand je leur dis d'aller réseauter, d'aller dans des soirées meet-up ou autres, ou d'utiliser Shaper, tout de suite ils ont peur, et je leur dis mais non, c'est simplement le plaisir d'aller discuter avec quelqu'un, de partager que vous aimez votre métier, que vous vous intéressez à tel secteur, à telle innovation. Et je dis parce que dans ces soirées où on est entre professionnels, il y a toujours un recruteur ou un RH qui traîne. Et au pire, même si on n'a pas, il y aura bien quelqu'un pour vous recommander quelqu'un. Donc, c'est toujours le côté de prendre plaisir à faire autre chose que simplement postuler à des centaines d'annonces et attendre que le RH nous appelle. Bon, je leur dis ça, non, aujourd'hui, il faut être proactif. Et c'est pour ça que je compare souvent ça à la drague en disant, mais quand vous draguez quelqu'un, vous n'envoyez pas juste un message et vous attendez. À un moment donné, vous relancez naturellement la drague. J'ai vu ça la même chose, en fait. Je pense aussi que le décor a pas mal changé. On était dans une relation très hiérarchique. Ouais.
été en crainte du recruteur et qu'aujourd'hui, soit avec des métiers en tension, soit avec la nouvelle génération, enfin les dernières générations dont il faut intégrer les codes, les rapports sont plus équilibrés et donc tout en étant dans le respect qui se doit, on peut être plus naturel ou plus direct avec ses interlocuteurs. Ouais. Et c'est ce qui permet effectivement, comme tu dis, d'avoir une vraie relation plus humaine, de confiance. Et ça permet de se dire aussi les choses beaucoup plus facilement quand on est en entretien. Donc, voilà, plein de petits outils intéressants. Après, je pense qu'en tant que recruteur, c'est comme le type de CV. Il faut adapter ses outils à sa culture et un gros cabinet d'audit n'ira pas faire de la petite vidéo en chatbot pour des auditeurs. Alors, peut-être pas en la vidéo en chatbot, mais je pense notamment à… alors, c'est pas Deloitte, c'est pas KPMG, c'est Mazars. Mazars fait énormément de marketing RH. Donc, ça fait de la vidéo, ça met en avant les collaborateurs, ça fait de l'influence, ça fait énormément de réseaux. La DRH de Mazars, on la voit partout. Donc, ils ont intégré quand même un peu ces nouveaux outils. Oui. Donc, ouais, merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Plaisir. Merci à tous et rendez-vous dans un mois, dans quelques semaines pour le prochain webinaire. Merci, bonne journée.